En 1847, Nathaniel Ashford régnait sur 4000 hectares de terre louisianaise. Sa plantation de coton employait 320 esclaves et générait des profits qui rivalisaient avec ceux des banques de la Nouvelle-Orléans. À 42 ans, ce planteur avait transformé l'héritage familial en une machine économique redoutable. Mais sa vraie obsession ne concernait pas le coton. Elle concernait la multiplication de son capital humain. Nathaniel avait compris avant ses concurrents que l'avenir du système esclavagiste dépendait de la reproduction interne. Les tensions politiques menaçaient l'approvisionnement en esclaves importés. Les prix flambaient sur les marchés. Un esclave qui valait $500 en 1840 en coûtait maintenant 1200. La solution logique consistait à produire sa propre main-d'œuvre. Nathaniel avait fait les calculs. Une femme esclave coûtait $800. Si elle donnait naissance à 5 enfants sur 15 ans, chaque enfant représentait un profit net de $1000 à maturité. Un retour sur investissement de 625%. Mais Nathaniel avait identifié un problème dans son modèle. Les enfants nés sur sa plantation présentaient un taux de mortalité élevé et une constitution souvent fragile. Il attribuait cela à la consanguinité limitée parmi ses esclaves mâles. Sa solution révélait une absence totale d'humanité. Il décida d'utiliser son propre fils comme reproducteur pour créer une génération métisse qu'il estimait plus robuste et donc plus profitable. William Ashford venait d'avoir 18 ans. Le jeune homme avait grandi dans le luxe, éduqué par des précepteurs, nourri de littérature classique et de musique. Il écrivait des poèmes, jouait du piano avec talent et manifestait une sensibilité qui exaspérait son père. William détestait la violence du système esclavagiste, mais en profitait quotidiennement sans jamais remettre en question les fondements de sa richesse. Cette contradiction allait être mise à l'épreuve de la façon la plus brutale. Un soir de février, Nathaniel convoqua son fils dans son bureau. Le planteur ne perdit pas de temps en préambule. Il exposa son plan avec la froideur d'un comptable présentant un bilan. William devait féconder 120 femmes esclaves dans les 2 années suivantes. Chaque naissance augmenterait la valeur de la plantation de $1000. Le calcul était simple. $120 000 de profit potentiel contre quelques heures d'effort pour son fils. William écouta avec une horreur grandissante. Il tenta de refuser, invoquant la morale, la décence, l'humanité de ces femmes. Nathaniel écrasa ses objections méthodiquement. Ces femmes n'étaient pas des personnes, mais des propriétés. William n'avait aucun choix. Son père mentionnait les dettes de jeu contractées à la Nouvelle-Orléans, $15 000. Une somme que William ne pourrait jamais rembourser sans l'aide paternelle. Nathaniel évoqua aussi l'héritage. La désobéissance signifierait le déshéritage complet. William se retrouvait piégé dans une cage invisible mais parfaitement étanche. Nathaniel avait tout prévu. Il avait sélectionné 120 femmes âgées de 15 à 35 ans, toutes en bonne santé reproductive. Il avait consulté des médecins pour établir un calendrier de fertilité optimal. Il avait aménagé 6 cabanes isolées, à l'écart des quartiers d'esclaves principaux. Chaque cabane contenait un lit, une lampe à huile, rien de plus. L'efficacité primait sur tout. Le programme débuta en mars 1847. Le premier soir, Nathaniel désigna une esclave de 22 ans, nommée Sarah. William dut se rendre à la cabane numéro 3. Son père l'accompagna jusqu'à la porte, attendit dehors pendant 30 minutes, puis frappa pour signaler que le temps était écoulé. Cette routine se répéta chaque soir pendant 4 mois. William accomplissait l'acte mécaniquement, se dissociant mentalement de ce qui se passait. Il rentrait ensuite à la grande maison où son père l'attendait pour noter les détails dans un registre. Date, nom de la femme, durée de l'acte, observations diverses. Les femmes esclaves vivaient cette épreuve comme une violation supplémentaire dans des existences déjà marquées par l'oppression totale. Certaines avaient des maris parmi les autres esclaves. Ces unions, bien que non reconnues légalement, constituaient leur seul refuge émotionnel. Le programme de Nathaniel détruisait ces liens. Les maris assistaient impuissants à ce qui se passait. Quelques-uns tentèrent de protester. Nathaniel fit fouetter publiquement les protestataires jusqu'à ce que leur dos ne soit plus qu'une masse de chair sanguinolente. Le message fut compris. Parmi les femmes, les réactions variaient. Certaines acceptaient, avec la résignation née d'années d'asservissement. D'autres résistaient, mais cédaient rapidement face aux menaces visant leurs enfants existants. Une esclave de 24 ans, nommée Delphine, réagit différemment. Elle ne résista pas physiquement, mais commença à documenter secrètement ce qui se passait. Delphine avait appris à lire et écrire en observant les leçons données aux enfants blancs d'une plantation voisine. Sur des morceaux de papier volés, elle nota les noms, les dates, les détails du programme. Elle cacha ces documents derrière une planche disjointe de sa cabane. Son plan restait vague, mais elle savait que ces preuves serviraient un jour. William sombrait dans l'alcool.
Il commençait à boire dès le matin, cherchant l'engourdissement qui rendait les soirées supportables. Son visage se creusa, son regard devint vide. La poésie qu'il écrivait disparut. Les pianos resta fermés. Le jeune homme qu'il avait été mourut progressivement, remplacé par une coquille exécutant des ordres. Au bout de 6 mois, 40 femmes montraient des signes de grossesse. Nathaniel exultait. Ses calculs se révélaient justes. Il augmenta les rations des femmes enceintes pour garantir la santé des fœtus. Cette générosité calculée révélait sa logique. Les femmes n'étaient que des incubateurs pour son investissement. Entre janvier et août 1848, 87 enfants naquirent. Nathaniel fit baptiser chacun, non par piété, mais pour créer des documents légaux établissant sa propriété. Les actes de baptême mentionnaient William comme père. Cette traçabilité documentaire survivrait au siècle, permettant aux généticiens du 21e millième siècle de reconstituer l'ampleur du programme. Les enfants métis présentèrent des traits distinctifs. Leur peau était plus claire que celle des autres esclaves. Leurs cheveux montraient des textures différentes. Ces différences visibles créèrent une hiérarchie supplémentaire. Nathaniel promit que ses enfants recevraient un traitement légèrement meilleur. À 5 ans, ils seraient assignés aux tâches domestiques plutôt qu'aux champs. Cette promesse manipulatrice créa des tensions entre les mères. William voyait ses enfants avec un mélange de culpabilité et d'horreur. Biologiquement, il était leur père. Légalement et socialement, il n'existait aucun lien. Certains enfants lui ressemblaient de façon frappante. Croiser leur regard devint une torture quotidienne. Le quartier des esclaves vivait dans une tension permanente. Les hommes esclaves oscillaient entre haine pour William et reconnaissance qu'il était lui aussi une victime. Cette ambiguïté empêchait toute solidarité cohérente. Des fractures apparurent dans la communauté. Des familles cessèrent de se parler. Des amitiés anciennes se brisèrent. Nathaniel ne remarquait rien de cette détresse. Il voyait seulement ses profits augmenter. La valeur de sa plantation avait grimpé de 87 000 $ selon ses estimations. Il commença à partager sa méthode avec d'autres planteurs lors de dîners et de réunions professionnelles. Plusieurs manifestèrent leur intérêt. L'horreur menaçait de se répandre. Encouragé par son succès, Nathaniel étendit son ambition en 1849. Les 120 femmes initiales ne suffisaient plus. Il acheta 60 esclaves supplémentaires lors d'enchères à Bâton Rouge et à la Nouvelle-Orléans. Son objectif atteignait maintenant 180 naissances supplémentaires. William devait accomplir 2 actes par jour. Le jeune homme, maintenant âgé de 20 ans, ressemblait physiquement à un homme de 40 ans. L'alcool et le tourment psychologique l'avaient ravagé. Nathaniel embaucha également un médecin pour superviser les grossesses. Le docteur Caldwell, un homme de 53 ans au principe flexible, accepta moyennant une rémunération généreuse. Il examina chaque femme enceinte mensuellement, prescrivit des traitements pour maximiser les chances de survie des fœtus. Caldwell connaissait la nature du programme, mais ne posa aucune question. L'argent valait plus que sa conscience. Les femmes esclaves développèrent leur propre mécanisme de survie. Elles se réunissaient le soir, partageaient leur détresse, créaient une solidarité née de l'épreuve commune. Delphine émergea comme leader informel. Elle continuait sa documentation secrète et établit contact avec un réseau clandestin d'esclaves circulant entre les plantations. Ce réseau transportait des messages, des informations, parfois facilitait des évasions. Delphine utilisa ces canaux pour faire parvenir certaines informations à des abolitionnistes du Nord. En septembre 1849, un pasteur abolitionniste nommé Josiah Crane reçut une lettre contenant des copies des notes de Delphine. Crane publia ces informations dans son journal religieux basé à Boston. L'article créa une onde de choc parmi les cercles abolitionnistes, mais peu d'impact dans le Sud, où les autorités locales refusaient d'intervenir dans les affaires des planteurs. Nathaniel découvrit l'existence de cet article en novembre. Il interrogea brutalement ses esclaves pour identifier la source de la fuite. Personne ne parla. Il fit fouetter 20 personnes au hasard pour punir collectivement ce qu'il considérait comme une trahison. Delphine assista au fouettage sans sourciller, cachant sa peur derrière un masque d'indifférence. Elle avait prévu cette possibilité et pris ses précautions. Les documents originaux restaient cachés, hors de portée de Nathaniel. Les actes de sabotage augmentèrent sur la plantation en 1850. Des outils disparaissaient mystérieusement. Des incendies inexpliqués détruisaient des récoltes. Des esclaves tombaient malades pendant les périodes cruciales. Ces incidents restaient suffisamment diffus pour éviter des représailles massives, mais leur impact cumulé éroda la rentabilité de l'exploitation. Nathaniel embaucha des surveillants supplémentaires. Il installa un système de patrouille nocturne. Il augmenta les punitions pour la moindre infraction. La plantation se transforma en camp militaire.
La tension devint insoutenable. William connut son premier effondrement mental en mars 1850. Il détruisit complètement sa chambre dans un accès de rage, brisant le mobilier, arrachant les rideaux, fracassant le miroir. Il hurla pendant des heures des phrases incohérentes. Nathaniel dut faire intervenir 3 surveillants pour maîtriser son fils. Le médecin prescrivit du laudanum pour calmer William. Le jeune homme passa 3 semaines dans un état semi-comateux. Cette crise inquiéta Nathaniel pour la première fois. Son fils représentait une pièce essentielle de son plan à long terme. Sans William, qui hériterait de la plantation? Qui continuerait l'empire qu'il construisait? Le planteur réalisa trop tard qu'il avait peut-être poussé trop loin. Mais Nathaniel ne modifia pas son programme. Il réduisit simplement la cadence. William devait maintenant accomplir un acte par jour, au lieu de 2. Cette concession minime ne changea rien au fond du problème. Le jeune homme restait piégé dans un système qui le détruisait méthodiquement. En juin 1850, la plantation comptait 163 enfants issus du programme. Nathaniel atteignait son objectif initial, mais le succès même créait des problèmes imprévus. Nourrir et vêtir autant d'enfants coûtait cher. Leur productivité économique ne se manifesterait que dans 10 ou 15 ans. Entre-temps, les dépenses s'accumulaient sans retour immédiat. De plus, la notoriété croissante du programme attirait une attention indésirable. Des journalistes du Nord tentèrent de visiter la plantation. Nathaniel les repoussa violemment, mais ces tentatives suggéraient que le vent politique tournait. Certains planteurs voisins prirent leur distance, craignant d'être associés aux méthodes d'Ashford. En 1852, un journaliste abolitionniste nommé Frederick Townsend infiltra la région. Il se fit passer pour un marchand de coton prospectant de nouveaux fournisseurs. Pendant 3 semaines, Townsend circula librement, discutant avec des surveillants, des commerçants locaux, des petits fermiers. Il soudoya un ancien employé d'Ashford qui lui fournit des détails précis sur le programme. Il obtint même accès à certains documents officiels, incluant les actes de baptême mentionnant William comme père de dizaines d'enfants. Townsend réussit également à photographier certains enfants métis lors d'une visite dominicale à l'église locale. Les photos, bien que techniquement imparfaites selon les standards de l'époque, montraient clairement la ressemblance entre ces enfants et la famille Ashford. Le journaliste quitta la Louisiane en avril et publia son enquête en mai 1852 dans 3 journaux majeurs du Nord. L'article, intitulé « L'usine à âme, l'horreur des plantations sudistes », détaillait le programme avec une précision accablante. Les photos accompagnaient le texte, créant un impact visuel impossible à nier. La réaction fut explosive. Les abolitionnistes brandiraient l'article comme preuve ultime de l'immoralité du système esclavagiste. Des manifestations eurent lieu à Boston, New York, Philadelphie. Des pétitions circulèrent exigeant une intervention fédérale. Le pasteur Josiah Crane, qui avait publié les premières révélations basées sur les notes de Delphine, organisa une tournée de conférences présentant l'histoire d'Ashford comme symbole de la dépravation sudiste. Dans le Sud, la réaction fut plus complexe. Les défenseurs de l'esclavage tentèrent de discréditer Townsend, l'accusant de fabulation et de propagande abolitionniste. Mais les preuves photographiques et documentaires rendirent ces démentis peu convaincants. Plus troublant pour les élites sudistes, même certaines voix conservatrices commencèrent à critiquer Ashford, non pour remettre en question l'esclavage lui-même, mais pour dénoncer ses excès comme donnant mauvaise réputation à l'ensemble du système. Nathaniel se retrouva ostracisé. Les invitations aux événements sociaux cessèrent. Les partenaires commerciaux prirent leur distance. Les banques devinrent réticentes à accorder de nouveaux prêts. Le planteur, habitué au respect et à la déférence, découvrit l'isolement social. Cette disgrâce l'affecta profondément. Sa santé, déjà fragile à 62 ans, se détériora rapidement. William profita du chaos pour tenter une évasion en juillet 1852. Une nuit sans lune, il vola un cheval et prit la direction du nord. Il parvint jusqu'au Tennessee avant d'être rattrapé par des chasseurs d'esclaves qui le prirent par erreur pour un esclave fugitif en raison de son apparence négligée et de son comportement erratique. Lorsque l'erreur fut découverte et son identité établie, William fut ramené à la plantation. Le scandale ajouta à l'humiliation de Nathaniel. Le planteur comprit que son empire s'effondrait. Les créanciers exigeaient le remboursement immédiat de dettes qu'ils avaient auparavant tolérées. La controverse politique autour de l'esclavage s'intensifiait, créant une incertitude qui paralysait les marchés. La valeur de sa propriété chutait. Nathaniel avait bâti sa fortune sur l'esclavage, mais les fondations mêmes du système commençaient à craquer. En septembre 1853, Nathaniel Ashford mourut d'une attaque cérébrale. Il avait 63 ans. Son testament léguait la plantation à William,
accompagné de dettes massives de 92 000 $. Ce dernier héritage fut peut-être la vengeance finale du père, condamnant son fils à gérer l'empire corrompu qu'il avait créé. William tenta de gérer la plantation pendant 6 mois. Son état mental ne lui permettait aucune décision cohérente. Il passait ses journées à boire, ses nuits à hurler dans des cauchemars. Les surveillants géraient les opérations quotidiennes mais sans direction claire. L'efficacité s'effondra. Les récoltes diminuèrent. Les revenus chutèrent. Les créanciers perdirent patience. En mars 1854, les banques saisirent la plantation Ashford. Une vente aux enchères fut organisée en avril. La propriété fut vendue à un consortium d'investisseurs de Charleston pour un tiers de sa valeur estimée 5 ans auparavant. Les 387 esclaves furent dispersés entre différents acheteurs. Les familles furent séparées, les mères arrachées à leurs enfants. Les liens formés pendant ces années d'épreuves communes furent brutalement détruits. Delphine fut vendue à un planteur du Mississippi nommé Jeremiah Thompson. Elle emporta ses documents cachés, cousus dans la doublure d'une veste. Thompson ne découvrit jamais leur existence. Delphine continua sa documentation secrète, ajoutant les détails de sa nouvelle vie d'esclave. Elle survécut jusqu'à l'abolition en 1865, puis devint une figure respectée dans la communauté afro-américaine de Natchez. Elle épousa un ancien esclave nommé Samuel Harris et eut 3 enfants. Avant sa mort en 1889 à l'âge de 65 ans, elle confia ses écrits à une archive historique gérée par une église afro-américaine. Ces documents constituent aujourd'hui l'une des sources primaires les plus détaillées sur les abus de l'ère esclavagiste. William disparut des archives après la vente de la plantation. Certaines sources non confirmées suggèrent qu'il se suicida à la Nouvelle-Orléans en 1855. D'autres affirment qu'il vécut jusqu'aux années 1870 sous un faux nom, torturé par ses souvenirs. Aucune tombe n'a jamais été identifiée avec certitude comme la sienne. Les 163 enfants nés du programme furent dispersés aux 4 coins du Sud. 42 moururent avant l'âge de 10 ans, victimes de maladies, de malnutrition ou de la brutalité du système esclavagiste. 121 survécurent jusqu'à l'adolescence. Parmi eux, 78 connurent l'émancipation en 1865. Ces survivants prirent des chemins divergents après l'abolition. Certains restèrent dans le Sud, travaillant comme métayers dans des conditions souvent à peine meilleures que l'esclavage. D'autres migrèrent vers le Nord, cherchant de meilleures opportunités dans les villes industrielles. Quelques-uns même réussirent à accéder à l'éducation, devenant enseignants, pasteurs, entrepreneurs. Beaucoup adoptèrent le nom d'Ashford après l'émancipation. Ce choix paradoxal servait plusieurs objectifs. Ils reconnaissaient leur origine sans la célébrer. Il leur donnait une identité documentée, importante dans une société obsédée par les papiers et la généalogie. Il constituait aussi un acte de défiance, une appropriation du nom de leur oppresseur transformé en symbole de survie. Une fille née en 1848, Sarah Ashford, devint une figure notable de la communauté afro-américaine de Memphis. Elle apprit à lire et écrire après l'abolition, ouvrit une école pour enfants noirs et milita pour les droits civiques. Avant sa mort en 1911, elle publia ses mémoires, incluant des passages sur sa mère esclave et sur l'origine de son existence. Ces mémoires, longtemps ignorées par l'historiographie dominante, furent redécouverts dans les années 60 du XXe siècle et devinrent une source importante pour comprendre la vie des affranchis après la guerre civile. Un fils né en 1849, Marcus Ashford, migra vers Chicago en 1868. Il travailla comme docker, se maria, eut 8 enfants. Sa descendance forma une branche familiale importante qui prospéra dans l'Illinois. Certains de ses arrière-petits-enfants devinrent médecins, avocats, professeurs d'université. Cette réussite relative contrastait violemment avec les conditions de départ, témoignant de la résilience extraordinaire transmise à travers les générations. D'autres enfants du programme connurent des destins moins heureux. Plusieurs sombrèrent dans la pauvreté chronique. Quelques-uns développèrent des problèmes mentaux, peut-être héréditaires de William, peut-être causés par les traumatismes de leur existence. Les archives mentionnent au moins 3 suicides et plusieurs cas d'alcoolisme sévère. Au début du 21e siècle, les avancées en génétique révolutionnèrent la compréhension de cette histoire. En 2003, une entreprise de tests ADN commerciaux commença à identifier des patterns intrigants parmi ses clients afro-américains. Plusieurs milliers de personnes montraient des marqueurs génétiques communs,
suggérant un ancêtre paternel unique de lignée européenne. Des généticiens académiques s'intéressèrent au phénomène. Ils croisèrent les données génétiques avec les archives historiques. L'acte de baptême mentionnant William Ashford comme père de dizaines d'enfants fournit la clé. Les chercheurs purent établir que plus de 12 000 Américains contemporains descendaient directement du programme d'élevage de Nathaniel Ashford. Cette découverte déclencha un mouvement de recherche généalogique sans précédent. Des associations se formèrent, rassemblant les descendants qui tentaient de reconstituer l'histoire de leurs ancêtres. Ces efforts permirent d'identifier 73 des 160 femmes esclaves victimes du programme. Leurs noms, longtemps perdus dans les oubliettes de l'histoire, furent restaurés et honorés. Les implications dépassaient la simple curiosité généalogique. Les scientifiques identifièrent également des patterns de santé héréditaires. Certaines conditions médicales apparaissaient avec une fréquence statistiquement significative parmi les descendants. Ces découvertes soulevèrent des questions éthiques complexes sur la recherche génétique, le consentement et la vie privée. Plus troublant encore, les analyses génétiques révélèrent des traces de consanguinité, suggérant que le programme avait continué au-delà de ce que les documents historiques indiquaient. Soit d'autres planteurs avaient adopté les méthodes de Nathaniel, soit certains des enfants du programme avaient eux-mêmes été utilisés comme reproducteurs. Cette possibilité horrifiante restait difficile à confirmer définitivement, mais les données génétiques la rendaient probable. En 2007, un groupe de descendants intenta un procès collectif contre plusieurs institutions. Ils poursuivaient les banques qui avaient financé la plantation Ashford, les compagnies d'assurance qui avaient assuré les esclaves comme propriété, et même certaines universités dont les dotations initiales provenaient partiellement de fortunes esclavagistes. Le procès argumentait que les crimes commis contre leurs ancêtres méritaient compensation. Les avocats calculèrent que le travail forcé non rémunéré de 160 femmes sur plusieurs années, combiné au préjudice moral de l'exploitation sexuelle systématique, équivalait à plusieurs millions de dollars en valeur actuelle. Les défenseurs répondirent en invoquant la prescription, l'impossibilité de tenir des institutions modernes responsables d'actions commises 150 ans auparavant par des entités juridiquement distinctes. Ils arguèrent que les plaignants ne pouvaient prouver de préjudice direct, puisque les victimes originales étaient décédées depuis longtemps. Le procès traîna pendant 6 ans à travers différents niveaux de juridiction. En 2013, la Cour suprême refusa d'entendre l'appel, laissant en place une décision d'une cour d'appel fédérale rejetant le procès pour des raisons techniques. Les plaignants ne reçurent aucune compensation financière. Mais le procès eut des conséquences au-delà du verdict. Il força une conversation nationale sur la responsabilité historique, les réparations et la persistance des inégalités raciales. Plusieurs institutions, bien que non légalement contraintes, établirent des fonds de bourse d'études pour les descendants d'esclaves. Quelques banques présentèrent des excuses publiques pour leur rôle dans le financement du système esclavagiste. Ces gestes symboliques satisfirent peu de descendants. Une femme, interrogée après l'échec du procès, résuma le sentiment général. Elle déclara que des excuses sans compensation matérielle constituaient une insulte supplémentaire. Pendant que les institutions présentaient leurs regrets, elle travaillait 3 emplois pour payer les études de ses enfants, tandis que certains descendants de planteurs vivaient confortablement grâce à la richesse transmise depuis l'ère esclavagiste. La plantation Ashford n'existe plus dans sa forme originale. Les bâtiments principaux furent incendiés pendant la guerre civile en 1863, lors d'un raid de l'armée de l'Union. Le terrain fut divisé et revendu plusieurs fois. Aujourd'hui, une zone commerciale occupe une partie de ce qui fut le cœur de la propriété. Un centre commercial, des parkings, des restaurants rapides. Rien n'indique qu'ici se déroula l'une des histoires les plus sombres de l'ère esclavagiste. Quelques structures subsistent, néanmoins. Une grange en pierre, partiellement effondrée, se dresse toujours à la limite sud du site. Les fondations de plusieurs cabanes d'esclaves restent visibles pour ceux qui savent tout chercher, cachées sous la végétation qui a repris ses droits. Des archéologues menèrent des fouilles en 1997 et en 2004. Ils découvrirent des artefacts témoignant de la vie quotidienne, des ustensiles de cuisine, des jouets d'enfants fabriqués à la main, des fragments de céramique, des boutons de vêtements. Plus significatif, ils mirent au jour une cache contenant des documents écrits. L'analyse révéla qu'il s'agissait de copies supplémentaires des notes de Delphine, cachées séparément de son archive principale comme mesure de précaution. Ces découvertes conduisirent à l'établissement d'un mémorial en 2008.
Une plaque de granit noir située sur un terrain vague entre un supermarché et une station-service rappelle l'histoire de la plantation. Le texte, rédigé après de longues consultations avec les descendants, mentionne les noms des 73 femmes esclaves identifiées. Il honore leur mémoire et reconnaît les crimes commis contre elles. Le mémorial attire peu de visiteurs. Son emplacement dans une zone industrielle peu accueillante décourage le tourisme mémoriel. Mais pour les descendants, il représente un lieu de recueillement important. Chaque année, le 19 juin, date de l'émancipation effective au Texas, des cérémonies commémoratives se déroulent sur le site. Les participants lisent les noms des femmes esclaves, allument des bougies, partagent des histoires familiales transmises oralement. Comment enseigner cette histoire aux générations futures? Cette question divise éducateurs, historiens et communautés. Pendant des décennies, les écoles de Louisiane évitèrent le sujet, préférant une version édulcorée de l'histoire esclavagiste, minimisant les aspects les plus brutaux. La pression des descendants et des historiens força progressivement un changement. En 2015, le Conseil scolaire de Louisiane approuva un nouveau programme incluant l'histoire de la plantation Ashford comme étude de cas. Le programme utilise les documents de Delphine, les témoignages des descendants, les données archéologiques et génétiques. Cette initiative rencontra des résistances prévisibles. Certains parents estimèrent que des enfants ne devraient pas être exposés à des récits aussi traumatisants. D'autres craignirent que ces enseignements créent des divisions raciales plutôt que de les guérir. Des réunions publiques houleuses eurent lieu, révélant que les blessures historiques restaient ouvertes. Les enseignants doivent naviguer entre vérité historique et sensibilité appropriée à l'âge. Les programmes pour les élèves de lycée incluent des lectures directes des documents primaires, y compris des extraits des écrits de Delphine. Les programmes pour les plus jeunes utilisent des récits adaptés qui préservent la vérité essentielle sans détails trop explicites. L'impact de ces enseignements reste débattu. Certaines études suggèrent qu'ils augmentent l'empathie et la compréhension historique chez les élèves. D'autres recherches indiquent qu'ils peuvent créer de l'inconfort et de la résistance chez certains élèves blancs qui se sentent injustement accusés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Une enseignante afro-américaine de Bâton Rouge, elle-même descendante du programme Ashford, expliqua sa philosophie pédagogique lors d'une conférence en 2018. Elle insista sur le fait qu'enseigner cette histoire ne visait pas à créer de la culpabilité collective, mais à comprendre comment le passé façonne le présent. Les inégalités contemporaines ne sont pas des accidents, mais les conséquences directes de structures historiques. Comprendre cette connexion constitue la première étape vers la justice. Les psychologues spécialisés dans le trauma intergénérationnel ont étudié les descendants du programme Ashford. Leurs recherches révèlent des patterns troublants. Plusieurs descendants, même ceux qui ignoraient leur connexion à cette histoire avant les tests génétiques, montrent des symptômes de stress post-traumatique, hypervigilance, difficultés relationnelles, anxiété chronique, dépression. Cette transmission du trauma opère à travers plusieurs mécanismes. Les histoires familiales, même transmises de façon fragmentaire ou elliptique, portent une charge émotionnelle qui affecte les générations suivantes. Les patterns de comportement développés pour survivre à l'oppression se transmettent inconsciemment. Certaines recherches suggèrent même que le trauma peut laisser des marques épigénétiques, modifiant l'expression des gènes sans changer l'ADN lui-même. Des programmes thérapeutiques spécialisés ont été développés pour traiter ce trauma historique. Ces approches intègrent la narration collective, le travail de mémoire communautaire et la thérapie psychologique individuelle. Les participants explorent leur histoire familiale, identifient les patterns traumatiques, développent des stratégies pour briser les cycles de transmission. Une participante à l'un de ces programmes, une femme de 42 ans nommée Angela Thompson, témoigna de son expérience. Elle expliqua avoir toujours ressenti une anxiété diffuse sans en comprendre l'origine. La découverte de sa connexion au programme Ashford lui fournit un contexte pour comprendre ses symptômes. Le travail thérapeutique lui permit de distinguer entre son propre vécu et le trauma ancestral, créant une distance psychologique nécessaire pour guérir. Des rencontres entre descendants ont été organisées depuis 2010. Ces événements rassemblent les descendants des femmes esclaves et les descendants de la famille Ashford, incluant ceux qui descendent de William à travers d'autres unions. Les premières rencontres furent tendues, les émotions débordèrent. Des accusations furent lancées. Certains descendants d'Ashford tentèrent de minimiser ou justifier les actions de leurs ancêtres. Ces tentatives furent rejetées violemment par les descendants des victimes. Progressivement, un dialogue plus productif émergea.
Certains descendants d'Ashford reconnurent publiquement les crimes commis, présentèrent des excuses, offrirent un soutien aux efforts de commémoration. Ces gestes, bien que symboliques, créèrent des ouvertures pour une connexion humaine. Mais ces moments de réconciliation apparente révèlent aussi les limites de l'exercice. Les paroles et les gestes ne peuvent compenser les disparités matérielles persistantes. Lors d'une rencontre en 2016, une descendante de Delphine confronta un descendant de Nathaniel sur cette réalité. Elle reconnut sa sincérité et apprécia ses excuses. Puis elle nota que pendant qu'ils parlaient de réconciliation, elle travaillait 3 emplois pour joindre les 2 bouts, tandis que lui vivait confortablement, grâce à un fonds fiduciaire établi avec la richesse accumulée par son ancêtre. Cette disparité matérielle rendait toute réconciliation véritable impossible sans justice économique. Le descendant de Nathaniel répondit qu'il ne pouvait être tenu responsable des actions de son ancêtre. La femme répliqua qu'elle non plus ne demandait pas à être définie par les souffrances de son ancêtre, mais que les conséquences économiques de ses actions historiques affectaient toujours sa vie quotidienne. Le débat illustra le gouffre séparant reconnaissance symbolique et réparation matérielle. Les économistes ont étudié l'impact à long terme de l'esclavage sur les disparités de richesse contemporaines. Leurs recherches confirment que les descendants d'esclaves possèdent en moyenne 1/10 de la richesse des descendants de propriétaires d'esclaves. Cette disparité résulte directement de l'absence de compensation après l'abolition et des obstacles systématiques placés devant les affranchis pendant la reconstruction et l'ère Jim Crow. Dans le cas spécifique des descendants du programme Ashford, les données sont particulièrement frappantes. La famille Ashford conserva une portion de sa richesse malgré la saisie de la plantation. Les descendants de Nathaniel, à travers d'autres lignes que William, ont bénéficié de cette richesse transmise. Plusieurs devinrent eux-mêmes planteurs, hommes d'affaires, professionnels prospères. En revanche, les descendants des 163 enfants du programme partirent de rien après l'émancipation. Ils construisirent leur vie sans capital, sans éducation, sans réseaux sociaux. Chaque génération dut lutter pour des opportunités que les descendants de leurs oppresseurs tenaient pour acquises. Cette disparité persiste aujourd'hui. Une étude de 2019 suivit 50 familles de chaque côté. Les familles descendants de Nathaniel avaient un revenu médian de 112 000 $ par an. Les familles descendants des victimes avaient un revenu médian de 38 000 $. Cette différence de presque 3 fois reflète des écarts dans l'éducation, la propriété immobilière, l'accès au capital. Certains économistes ont calculé qu'une compensation équitable pour le travail forcé non rémunéré et les préjudices subis pourrait atteindre plusieurs millions de dollars par descendant direct. Ces calculs restent académiques puisqu'aucun mécanisme légal n'existe pour obtenir de telles réparations. Les recherches génétiques continuent de révéler des aspects nouveaux de cette histoire. En 2021, une équipe de biologistes de l'Université de Tulane publia une étude identifiant des marqueurs épigénétiques spécifiques parmi les descendants du programme. Ces marqueurs, liés à la régulation du stress et de l'inflammation, diffèrent statistiquement de ceux trouvés dans la population générale. Les chercheurs émettent l'hypothèse que le stress extrême subi par les femmes esclaves pendant et après leur grossesse a modifié l'expression génétique de leurs enfants. Ces modifications se sont ensuite transmises à travers les générations, créant des vulnérabilités biologiques persistantes. Ces découvertes ont des implications médicales. Elles suggèrent que les descendants pourraient bénéficier d'approches de santé publique ciblées, reconnaissant leur vulnérabilité héréditaire spécifique. Mais elles soulèvent aussi des questions éthiques sur le risque de stigmatisation et sur l'utilisation appropriée des données génétiques. Plus philosophiquement, ces marqueurs biologiques constituent une preuve matérielle que l'histoire n'est jamais vraiment terminée. Les crimes commis en 1847 continuent de s'inscrire dans les corps des vivants en 2025. Cette continuité biologique rend impossible toute clôture facile ou tout oubli confortable. Plusieurs artistes descendants ont créé des œuvres commémorant cette histoire. Une sculptrice de La Nouvelle-Orléans, descendante directe de Sarah, l'une des premières victimes du programme, a réalisé une installation en 2019. L'œuvre consiste en 163 statuettes en bronze, chacune représentant un enfant né du programme. Les statuettes sont disposées en cercle, tournées vers l'intérieur, créant une impression de solidarité dans la souffrance. Un romancier de Chicago, descendant de Marcus Ashford, a publié en 2022 un roman historique basé sur l'histoire. Le livre, écrit du point de vue d'une femme esclave fictive mais inspirée de Delphine, devint un succès critique et commercial.
Il introduisit l'histoire du programme Ashford à un public qui l'ignorait, générant une nouvelle vague d'intérêt et de débat. Une réalisatrice de documentaire a produit en 2023 un film de 2 heures explorant l'histoire à travers les témoignages de descendants contemporains. Le documentaire mêle entretien personnel, images d'archives, reconstitutions historiques. Il fut diffusé sur une plateforme de streaming majeure, atteignant des millions de spectateurs. Ces œuvres artistiques servent plusieurs fonctions. Elles préservent la mémoire pour les générations futures. Elles humanisent une histoire qui pourrait autrement rester abstraite. Elles créent des espaces pour le deuil collectif et la réflexion. Mais elles génèrent aussi des controverses. Certains critiques accusent ces artistes d'exploiter la souffrance ancestrale pour leurs gains personnels. D'autres arguent que toute représentation artistique risque d'esthétiser l'horreur, rendant acceptable ce qui devrait rester intolérable. L'histoire du programme Ashford a résonné au-delà des frontières américaines. Des chercheurs ont identifié des pratiques similaires dans d'autres sociétés esclavagistes. Au Brésil, où l'esclavage persista jusqu'en 1888, des planteurs adoptèrent des stratégies comparables pour augmenter leur population esclave. Dans les Caraïbes, des documents suggèrent des programmes d'élevage systématique sur certaines plantations sucrières. Ces découvertes suggèrent que Nathaniel Ashford ne fut pas une aberration isolée, mais plutôt un exemple extrême d'une logique inhérente au système esclavagiste. Lorsque des êtres humains sont réduits à des propriétés économiques, leur réduction à du bétail reproducteur devient une conclusion logique. Cette perspective comparative a influencé les débats internationaux sur les réparations de l'esclavage. Plusieurs nations afro-caribéennes ont intenté des procès contre d'anciennes puissances coloniales, demandant compensation pour les crimes de l'ère esclavagiste. L'histoire d'Ashford apparaît fréquemment dans ces argumentaires comme exemple de la brutalité systématique nécessitant réparation. Pour les descendants, cette histoire pose des questions complexes sur l'identité. Certains la rejettent complètement, refusant d'être définis par les traumatismes ancestraux. Ils arguent que leur identité se construit dans le présent, non dans le passé. Cette position, bien que compréhensible, génère parfois des conflits intergénérationnels. Les aînés, plus proches temporellement de l'histoire, considèrent parfois cette attitude comme un déni ou une trahison de la mémoire. D'autres descendants embrassent pleinement cette histoire, en faisant le centre de leur identité personnelle. Ils se décrivent comme descendants du programme Ashford avant toute autre caractéristique. Cette position les connecte à une communauté de descendants, mais peut aussi créer une fixation sur le trauma qui limite leur développement personnel. La plupart des descendants naviguent entre ces extrêmes, intégrant cette histoire comme un élément parmi d'autres de leur identité. Ils reconnaissent son importance sans permettre qu'elle les définisse totalement. Cette approche équilibrée semble la plus saine psychologiquement, mais reste difficile à maintenir dans une société qui continue de stratifier les gens selon la race. Un jeune homme de 28 ans, interrogé en 2024, exprima cette ambivalence. Il déclara porter cette histoire comme un fardeau dont il ne pouvait se défaire, mais qu'il refusait de laisser le limiter. Il connaît son origine, mais construit son futur selon ses propres termes. Cette attitude pragmatique et résiliente représente peut-être la meilleure réponse possible à un héritage impossible. Que deviendra cette histoire dans 50 ou 100 ans ? Les derniers descendants, avec une connexion familiale directe aux événements, disparaîtront. Les archives seront consultées moins fréquemment. Le mémorial sur le site deviendra peut-être une plaque oubliée dans un parking. Ou peut-être que cette histoire trouvera de nouvelles formes de transmission. Les technologies de réalité virtuelle pourraient permettre des reconstructions immersives de la plantation, créant une expérience éducative viscérale. Les analyses génétiques continues révéleront peut-être des descendants supplémentaires, élargissant la communauté mémorielle. Ce qui semble certain, c'est que cette histoire ne disparaîtra pas complètement. Les marqueurs génétiques persisteront dans l'ADN de milliers de personnes. Les documents de Delphine resteront dans les archives. Les inégalités économiques enracinées dans l'ère esclavagiste continueront d'affecter les descendants. L'histoire de Nathaniel Ashford et de son fils William, des 160 femmes esclaves et de leurs 163 enfants, refuse la clôture. Elle contamine le présent, infecte le futur, démontre que certains crimes sont si profonds qu'ils deviennent éternels. Cette contamination n'est pas seulement génétique, mais morale, sociale, économique. Elle nous force à reconnaître que le passé n'est jamais vraiment passé, que les actions d'une génération résonnent à travers les siècles, que la justice différée devient justice niée. Les descendants continuent de vivre avec cet héritage, de porter ce fardeau,
de transformer cette douleur en force quand ils le peuvent. Leur existence même constitue un acte de résistance contre un système qui voulait les réduire à des objets. Chaque descendant qui prospère, qui réussit, qui construit une vie digne, représente une victoire contre Nathaniel Ashford et tout ce qu'il incarnait. Cette histoire nous rappelle finalement que l'humanité n'est jamais garantie, mais toujours contestée. Le système esclavagiste tentait de nier l'humanité de ses victimes. Elles l'affirmèrent par leur survie, leur résistance, leur refus d'être détruites complètement. Delphine écrivant ses documents secrets, les femmes créant des solidarités dans l'épreuve, les enfants survivant et transmettant leur vie, tous affirmaient leur humanité face à un système construit pour la nier. Et aujourd'hui, les descendants qui recherchent leur histoire, qui honorent leurs ancêtres, qui transforment le trauma en action, continuent cette affirmation. Ils disent que leurs ancêtres comptaient, que leur vie avait une valeur, que leur souffrance mérite d'être reconnue. Cette affirmation constitue peut-être la réparation la plus importante, non pas parce qu'elle suffit, mais parce qu'elle refuse l'oubli qui constituerait la victoire finale de l'oppression.